Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. On va peut-être parler justement, vous savez, notre émission commence toujours par Nous sommes en guerre, et je le rappelle toujours, c'était, je ne sais plus si c'est 2020 ou 2021 ou juillet 2020 où Emmanuel Macron avait dit nous sommes en guerre contre le Covid. De l'eau a coulé sous les ponts, ça fait 5 ans, un peu plus de 5 ans maintenant. Eh bien, on peut dire, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire beaucoup de choses, et justement, on voudrait en parler avec le professeur Didier Raoult, microbiologiste. On ne va pas le présenter. On a toujours plaisir à le recevoir. Et bonjour Didier Raoult d'abord. Bonjour. Je voudrais peut-être qu'on parle de quelque chose, commencer par là, et on en a parlé au téléphone et j'ignorais cela. C'est une recommandation, je crois, et corrigez-moi si je me trompe, de la Cour de justice européenne ou des droits de l'homme européens, je ne suis pas sûr, sur le statut du médecin par rapport à la vaccination. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Oui, non, c'est un jugement de la Cour européenne de justice qui, théoriquement, s'impose à tous les États membres, qui dit que personne ne peut dispenser le médecin de sa responsabilité quand il fait un acte médical. Il est responsable de son acte médical, et personne ne peut dispenser un responsable qui fait une recommandation médicale de sa responsabilité. Ni l'AMM, ni le LMA, l'équivalent européen, ne vous dispense de votre responsabilité. Donc quand ils insistent bien en disant théoriquement, tous ces vaccins qui sont des actes médicaux auraient dû être faits sous la supervision et la responsabilité d'un médecin, d'une part. Et d'autre part, c'est le médecin. S'il y a des effets secondaires, les malades ont parfaitement le droit d'attaquer le médecin qui les a vaccinés, même si c'est une recommandation gouvernementale. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça remet un peu les choses en clair. C'est la responsabilité des médecins de soigner les gens, c'est la responsabilité des médecins de recommander les choses, et il semble, comme je l'ai écrit dans mon tweet, que le Conseil de l'ordre ait oublié ce qui était le rôle des médecins. Le rôle des médecins, c'est de prendre la responsabilité de ce qu'ils font avec leurs malades en étant informés de ce qu'ont les malades, de leur pathologie par ailleurs, de leur état psychologique. Et donc, tous ces éléments sont pris en compte au moment de l'acte médical. Et l'acte médical, c'est pas le président de la République, c'est pas le ministre de la Santé, c'est le médecin. Oui, alors ça c'est extrêmement important. Ce jugement de la Cour européenne de justice date de quand ? Je crois qu'il date de janvier 2025. Mais il était passé complètement inaperçu, comme vous avez vu. Oui, parce que effectivement, donc ça justifie, parce que face à ça, on connaît le réel, le nombre de médecins qui ont été soit poursuivis, soit empêchés de faire leur rôle de médecin, et par ailleurs, les médecins qui ont absolument, ou les médecins ou les scientifiques ou ce qu'on peut appeler des scientifiques qui ont effectivement accepté ce dessaisissement et d'ailleurs, médiatiquement et tout ça, personne n'a parlé de cette responsabilité du médecin et de cette souveraineté en fait du médecin face à son patient. Oui, bien sûr, c'est une des choses qui a été embêtante, inquiétante dans mon esprit, c'est de voir la capacité d'obéissance des médecins à des ordres qui n'avaient pas de sens, si vous voulez, mais qui est la raison pour laquelle j'ai cité le travail de Milgram. Moi, je vous conseille de lire son livre, c'est extraordinaire, sur l'obéissance. C'est la même chose qu'on avait vu sur Eichmann. Rappelez, Didier Raoult, juste rappeler pour nos auditeurs, et ils sont nombreux à rappeler l'expérience de Milgram. Moi, je l'avais suivi aussi, c'était extraordinaire. Rappelez ce que c'était.
On en a fait 15 successifs, parce que comme chaque fois que quelqu'un dit quelque chose de vrai et de très simple, il y a eu un harcèlement sur la méthode, sur l'éthique, etc. Donc, j'ai acheté son livre, il y a la moitié, ce sont ses expériences, la moitié, ses explications sur la méthode et l'éthique. Ouais. En pratique, il a commencé en prenant un acteur qui faisait semblant de souffrir quand on lui envoyait des décharges électriques, quelqu'un qui, lui, ne savait pas que c'était une action, à qui on lui disait, regardez, il doit donner la bonne réponse, on l'éduque, c'est une manière d'éduquer, et donc on donne des doses de plus en plus fortes en lui disant que la dernière dose était mortelle. Ouais. Eh bien, il y avait plus de 80% des gens qui allaient jusqu'à la dose mortelle. C'est fou. La soumission, quoi. Quelque part, l'expérience de la soumission. La soumission. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je suis content d'avoir relu ça. Vous voyez, c'est une des raisons qui fait que les gens n'obéiront pas tous, ou même n'obéiront pas du tout, c'est qu'il suffit qu'il y ait une voix discordante pour dire mais il ne faut pas faire ça, pour que les gens ne le fassent pas. Ouais. C'est pour ça que nous avons tous, même à notre petit niveau, nous avons tous une responsabilité à dire, attendez, c'est pas parce qu'on vous dit qu'il faut le faire, si ça va contre votre morale, il faut pas le faire. Et c'est vrai, attendez, c'est vrai pour tout ce qui se passe dans un certain nombre de guerres, de massacres, etc. On vous dit toujours, et d'ailleurs, j'ai suivi les ordres. Oui, mais moi, j'ai suivi les ordres, j'ai suivi les instructions. Oui, mais enfin, il y a des moments où il faut pas suivre aveuglément les offres et les instructions, les ordres et les instructions. C'est ce que disait Eichmann, c'est ce que disaient les gens qui ont balancé les bombes sur Hiroshima et Nagasaki. Ils ont fait que suivre les ordres, hein. C'est des drôles d'ordres quand même. Ouais. Et alors justement, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit, ce qui s'est passé, on voit les dégâts qui se sont passés. Aujourd'hui, justement, par rapport à ça, on dit aussi, alors vous avez vu, moi je ne peux pas, évidemment, on a des informations ou des désinformations dans tous les sens. Est-ce que c'est exact, enfin, à votre avis, est-ce que c'est exact, ou on peut le dire ou pas, parce que je sais que vous êtes très très prudent et légitimement prudent là-dessus, que au fond, il y a eu quelque chose qui a circulé, enfin une information qui dit que aujourd'hui les morts vaccinés sont plus importants que les morts des non vaccinés. Est-ce que ça veut dire quelque chose ou pas? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que dans la littérature, il n'y a pas d'évidence de ça. Des gens qui disent une chose et des gens qui disent le contraire. Mais si vous avez regardé les éléments que j'ai mis dans mes derniers tweets, qui me paraissent vraiment une réponse majeure à cette question. Moi, j'ai creusé, je vous donnerai j'explique les sites sur lesquels j'ai fait, parce que sur les sites français, j'arrivais pas à le trouver. Il a fallu que j'ai des sites internationaux pour regarder ce qui se passait en France, parce que le gouvernement ne communique pas ça. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé avec la population française depuis 20 ans? Est-ce que depuis 20 ans, on peut voir, en augmentant, en regardant ce qui se passe, s'il y a eu un accident de parcours en 2020 et 2021? La réponse est: il n'y a aucun accident de parcours visible. Vous voulez dire, il n'y a pas eu augmentation, il n'y a pas eu pic de quelque chose, etc. Non, la population française a continué à augmenter de manière linéaire. D'accord. C'est-à-dire qu'à cette échelle, donc on n'était pas dans la guerre. Moi, je peux vous montrer les statistiques de la guerre, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un trou, bien sûr. Il y a des morts, là, ça se voit. Bien sûr. Et donc, pour des raisons qui ne sont pas étonnantes, d'abord parce que on sait maintenant, nous on avait ça sur nos statistiques, que l'État ne veut pas regarder, il veut nous interdire de les publier, mais personne ne vient les voir. On sait que la mortalité chez moins de 50 ans, c'est moins de 1 sur 10 000. Et c'est partout comme ça. Donc ça ne pouvait pas bouleverser, ça n'allait pas être une guerre, c'est pas Ukraine-Russie, c'est autre chose. Et ça, rien n'a changé là-dessus, les moins sur... Non. Et puis, il suffit de le regarder, encore une fois. Après, j'ai regardé, effectivement, qu'est-ce qui se passe par... Alors, qu'est-ce qui s'est passé par tranche d'âge, maintenant? Parce que nous, on a bien vu, la mortalité, chez nous, était l'âge moyen de la mortalité était de 81, 82 ans. D'accord. On a regardé, parce que j'ai été perturbé, je me suis fait avoir, comme les autres, parce que ça m'arrive, par le fantasme de la donnée de l'espérance de vie. L'espérance de vie, c'est un des trucs qui est fait pour comparer les pays entre eux, et on ne peut pas comparer les pays entre eux quand on a une natalité aussi différente. C'est-à-dire que si vous avez des enfants jeunes, vous avez plus de morts chez les jeunes, et ça baisse artificiellement votre espérance de vie. D'accord? L'âge, au moins, ça baisse artificiellement l'âge moyen du décès. Mais comme c'est des modèles mathématiques, vous savez,
prédictif en plus. Alors, c'est tout ce que je déteste au monde, donc je n'y crois absolument pas. Ouais. Et j'ai été déçu, d'ailleurs, pour dire la vérité. Et donc, j'ai regardé, j'ai obtenu l'âge de mortalité de tous les Français depuis plus de 20 ans. À quel âge ils sont morts, en moyenne. Ouais. Et puis, depuis plus de 20 ans. Vous avez regardé depuis plus de 20 ans, c'est ça? Plus de 20 ans. D'accord. Et puis, à quel âge ils sont morts par tranche d'âge. Alors, si vous regardez les 0-15 ans, y compris pendant la période de... Bien sûr, ça n'a pas augmenté du tout, ça a même un peu diminué, pour dire la vérité. Il y a eu moins de morts de moins de 15 ans en 2020 et 2021 qu'on en avait avant. Donc, bien entendu, ça veut dire que l'âge moyen de la mortalité, il ne va pas diminuer. Vous voyez. Oui, ensuite, regardez toutes les tranches d'âge, il n'y a qu'une tranche d'âge qui bouge, mais elle bouge elle aussi de manière linéaire, c'est-à-dire que depuis 20 ans, la proportion des gens de plus de 85 ans qui meurent n'arrête pas d'augmenter parce que cette population est de plus en plus nombreuse pour représenter maintenant la moitié des morts. Ah oui. Donc, de plus de 85 ans, c'est ça. 85 ans, c'est de ça dont on parle. Ouais. Nous, on avait un papier qu'on avait publié sur les gens qui étaient morts chez nous, et on avait estimé que compte tenu de leur terrain et de leur situation, en moyenne, tous les gens qui étaient morts là avaient moins d'1 an à vivre. D'accord ? Donc, vous ne pouvez pas imaginer qu'une épidémie de cette nature-là va changer la démographie d'un pays. C'est du délit. Rien qui justifie des mesures de coercition et d'obligation sur des vaccins non testés. Enfin, c'est pas raisonnable. Et la troisième chose, qui est celle qui m'a même moi le plus surpris, même si après, quand je réfléchis 2 minutes, je comprends, j'ai regardé ce qui s'était passé sur l'âge moyen de la mortalité ces 10 dernières années. Et alors, l'âge moyen de la mortalité, à partir de 2020, fait un bond. C'est-à-dire que la longévité des Français a augmenté pendant la période du Covid-19. Ah oui, la longévité des Français a augmenté pendant la période du Covid-19. Oui, c'est facile à comprendre. Ouais. Vous avez plus de morts de plus de 85 ans et vous n'avez pas de jeunes qui meurent. Ouais. Donc, ça veut dire que la longévité, qui n'a rien à voir avec l'espérance de vie, qui est un fantasme, la longévité a augmenté puisqu'il n'y a que les très vieux qui sont morts et qu'il y a plein de très jeunes qui sont morts. Donc, il ne s'est pas passé un désastre démographique. Bien sûr, en plus, si on les avait soignés plutôt que les laisser dans les EHPAD en leur donnant du Rivotril, il y aurait eu encore moins. Oui, en plus. C'était ceux-là. Les premiers à l'avoir reconnu, c'est les Suédois qui ont dit, pendant les 6 premiers mois, on a fait une faute énorme. En réalité, il n'y a que les gens de plus de 70 ans qui présentent des risques. Et effectivement, on le savait depuis le tout début de l'épidémie, c'est-à-dire l'épidémie sur le bateau japonais, on savait qu'il n'y a que les gens de plus de 70 ans qui risquaient de mourir. Qui ont risqué de mourir, oui. Tout ça a été dissimulé. On est parti d'une espèce de truc dans lequel tout le monde disait n'importe quoi. Il y a les fact-checkers qui sont... C'était formidable, ça, les fact-checkers. C'était plutôt les fake-checkers, mais enfin, ça, c'est encore autre chose. Mais donc, enfin, si je résume ce que vous dites, Didier Raoult, c'est qu'au fond, cette période Covid, très forte de 2020-2021, n'a rien changé aux données de longévité depuis, de 20 ans, disons rien. Exactement, rien du tout, tout simplement parce que c'est une année 2020 qui était très particulière parce qu'il n'y a pas eu de grippe du tout. Et la grippe a une mortalité qui est très différente de celle du Covid-19 parce qu'elle tue aussi des jeunes, même des bébés. Et ça change, bien sûr, la longévité. D'accord. Donc, si vous mettez ça en perspective, et donc vous le voyez, vous savez qu'il y a quelque chose à cacher quand vous voyez que c'est caché. Donc, même Euromomo, qui est le truc qui collecte les trucs sur l'Europe, vous ne pouvez pas avoir les données brutes de la France sans l'avis de votre gouvernement. Vous les donnez pas. Oui, mais et si vous regardez, il regarde que les 3 dernières années, et si vous mettez ce qui s'est passé sur 20 ans, vous avez la même chose que ce que je vous dis là. Bien, chaque année, il y a des choses, mais qui sont marginales par rapport à la population. Quand vous avez 600 000 morts par an, qui sont la moisson habituelle des morts, 6 à 700 000 morts. En France, 600 000 morts par an, en moyenne, oui. Bien sûr. Et vous avez 65 millions d'habitants, quand même, il en tue des morts bien entre 1 et 1,5% par an, vous voyez, c'est banal. Donc, si vous rajoutez un 10 millième, vous ne croyez pas que ça se voit, ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'en occuper, il faut les soigner, mais comme des docteurs, pas comme des fous aux manettes qui dirigent au jour le jour en disant « il faut faire ci, il faut faire ça, vous n'avez plus le droit de bouger ».
c'est pas raisonnable, surtout qu'on sait bien que toutes ces manœuvres, en réalité, on le sait depuis très longtemps, que le confinement a augmenté le taux d'infection, parce que si vous confinez en même temps des gens sans les tester, ce qu'on a fait en France, c'est-à-dire vous avez des gens infectés qui se retrouvent avec des gens non infectés, et après tout le monde est infecté. Est-ce que pour attraper le Covid en se promenant dans la rue, si vous voulez, il faut avoir vraiment une spécificité incroyable, parce que tout ça, c'est une question de nombre de virus. Et le nombre de virus que vous êtes capable d'attraper quand vous baladez le virus dans la rue est très bas. Mais dans les endroits confinés, dans lesquels les gens ne savent pas s'ils sont malades, bien entendu, donc la première chose, j'ai pas échoué sur tout ça, j'ai réussi à convaincre le président et ensuite le ministre de la Santé, c'est de tester les gens. Il faut commencer, parce que Précis disait qu'on ne pouvait pas les tester. L'Institut Pasteur disait qu'on ne pouvait pas les tester, quand même. Hein. Moi, c'est comme ça que je suis rentré dans cette histoire-là, en disant, vous êtes fous. Dans les maladies infectieuses, la première chose à faire, et contagieuse, la première chose à faire, c'est de les tester. Mme Buzyn ne voulait pas que je teste les gens qui sont revenus de Chine, et ne voulait pas que je les teste directement sur le tarmac, alors que tout le monde a fait ça un an après. Quand les gens arrivaient, on leur mettait un écouvillon. Mais elle avait décidé, elle connaît mieux les maladies infectieuses que tout le monde, et contagieuses, parce qu'elle fait que ça. Moi, ça fait que 40 ans que j'explore toutes les épidémies du monde. Mais c'est une arrogance absolument incroyable. On a vécu des états d'une arrogance qui laisse pantois. Mais ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que non seulement l'arrogance était là et l'ignorance, parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez grave de refuser les tests alors que bon, et puis que deuxièmement, aucune autocritique. Moi, je n'attends pas, il ne s'agit pas de fouetter la haine à la discipline comme Tartuffe, mais quand même, pas un mot, pas une justification, on est 5 ans après, rien, en tout cas en France, enfin... En tout cas, moi, je peux vous dire, j'ai transmis des dossiers, des choses, il y a quelque chose qui me peine. Une qui m'a peiné, j'avais rencontré une mission de la Cour des comptes qui est venue faire une mission sur les maladies infectieuses. Comme c'est le plus grand centre de maladies infectieuses, ils sont venus nous voir. Ouais. Donc, je leur ai fait un mémoire assez long pour leur expliquer pourquoi les maladies infectieuses ne marchaient plus en France. Elles ne marchent plus pour 2 raisons. Philippe Lazare, qui était un polytechnicien, encore a sorti l'INSERM des hôpitaux en disant il ne faut pas que ce soit des médecins qui dirigent l'INSERM, plus de médecine dans l'INSERM. Bon, c'est pour ça que maintenant, l'INSERM vous envoie maintenant des mathématiciens pour faire la médecine, donc ça marche comme ça. D'une part, ça c'est Mme Costaglia. Des modélisateurs, oui, Mme Costaglia. Elle n'a jamais rien découvert, jamais rien traité, mais enfin, elle fait des modèles pour l'industrie pharmaceutique, c'est ce qu'elle fait pour les essais thérapeutiques, il n'y a que ça qu'elle fait. La deuxième chose, c'est que le sida est arrivé, et le sida, c'est devenu le plus gros fromage qui existe en termes d'industrie pharmaceutique. C'est-à-dire que quand vous traitez quelqu'un à vie et que vous commencez par lui donner un traitement qui coûte 10 000 € par mois, il faut voir la capacité de corruption que vous avez, qui est phénoménale. Et on s'est retrouvé avec des gens... Moi, j'étais impressionné quand on a commencé à regarder Eurofordox. C'est une des raisons pour lesquelles on a déclenché une agressivité incroyable de nos collègues. Combien les médecins touchaient des entreprises pharmaceutiques, il faut le dire. Enfin, et bien sûr. On va en parler, Didier Raoult. Des Pfizer. Oui, on va en parler juste après cette petite pause, parce qu'il faut le dire aussi, malheureusement dans ce monde, comme dans d'autres, la corruption a régné, pas partout, mais quand même, et il faut quand même que les choses soient dites et soient sues. À tout de suite, après une petite pause. Sud Radio. Nous sommes toujours et pour notre plus grand plaisir avec le professeur Didier Raoult, et nous parlions justement de cet effet de corruption et de cet effet, et aujourd'hui, comme vous le savez, Didier Raoult, mais on va quand même continuer à parler de la France, de Eurofordox et compagnie. En Amérique, en tout cas, le scandale est total. Et je voudrais, juste avant qu'on reprenne, je voudrais vous lire quelque chose. C'est long, mais c'est pas si long que ça. Avant-hier, Donald Trump a fait un communiqué sur Truth Social. Je le traduis. Et c'est très intéressant parce que vous savez que c'est lui qui avait lancé l'opération Warp Speed sur la grande campagne de vaccination. Il était président en 2020, 2021, et lui avec l'autre qui a lancé évidemment vaccin, il faut y aller, etc. avec Pfizer, Moderna et autres. Et voici ce qu'a écrit Donald Trump avant-hier.
Il est très important que les laboratoires pharmaceutiques justifient le succès de leurs différents médicaments contre le Covid. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont un miracle qui a sauvé des millions de vies. D'autres ne sont pas d'accord, alors que le CDC, le Center for Disease Control, de l'autorité de santé américaine, est déchiré par cette question. Je veux une réponse et je la veux maintenant. On m'a montré des informations provenant de Pfizer et d'autres sociétés qui sont extraordinaires, mais elles ne semblent jamais montrer ces résultats au public. Pourquoi ? Elles passent à la chasse suivante et laissent tout le monde se déchirer, y compris Bobby Kennedy Jr., le ministre de la Santé actuel, et le CDC, en essayant de déterminer le succès ou l'échec du travail des laboratoires pharmaceutiques sur le Covid. Elle me montre, c'est toujours Donald Trump qui écrit, elle me montre des chiffres et des résultats excellents, mais elle ne semble pas les montrer à beaucoup d'autres. Je veux qu'il les montre maintenant au CDC, au public, et clarifie cette situation confuse d'une manière ou d'une autre. J'espère que l'opération Warp Speed, encore une fois je rappelle qu'il a lancé, était aussi brillante que beaucoup le disent. Si ce n'est pas le cas, nous voulons tous le savoir et pourquoi. Merci de votre attention sur cette question très importante, Donald Trump. Intéressant quand même. Oui, c'est intéressant. On pourrait dire, vous savez, par exemple, lobbying, c'est le lobbying, si vous voulez. D'abord, je veux dire ça, c'est une chose qui m'intéresse et qui m'impressionne. C'est par où va passer l'information, pas la communication. Pas la communication gouvernementale ou la communication de l'industrie pharmaceutique qui ne m'intéresse pas. D'une manière très intéressante. La chose la mieux décrite pour l'instant de ces dernières années sur l'industrie pharmaceutique, c'est une série sur l'Oxycontin. Moi, j'engage tous les gens qui nous écoutent à le regarder parce que ça, moi, je l'ai vu. C'est la même chose. Moi, je ne suis pas dans le monde de la douleur, donc c'est pas ma communauté qui a été achetée par ça. Mais je peux vous dire, dans le monde du sida, ça a été pareil. Dans le monde des antibiotiques, ça a été pareil. Donc, en pratique, si vous voulez, les mœurs de l'industrie pharmaceutique, moi, j'ai une... Vous me pardonnerez de faire une citation de Shakespeare. Il dit, vous savez, on ne mange avec le diable qu'avec une très longue queue. L'industrie pharmaceutique, c'est le diable. C'est pas nos amis, c'est le diable. C'est les gens qui vendent des choses. Ils sont condamnés, ils s'en foutent. Ça fait une toute petite partie. Personne ne va jamais en prison. Moi, pour aller aussi loin que possible, moi, je suis pour un Nuremberg de l'industrie pharmaceutique. Ah, carrément, On sait qu'Oxycontin, c'est 5 à 600 000 morts. On sait que le Vioxx, c'est 50 000 morts. Mais dis donc, quand il s'agit de ça n'importe où dans le monde, on appelle ça des crimes contre l'humanité. Il n'y a que pour l'industrie pharmaceutique. On sait qu'ils ont menti. Après, les types disent, de temps en temps, ils s'excusent. Alors, le New England dit, non, on s'est trompé. Le Lancet dit, non, effectivement, on s'est fait leurrer. Tous les congrès, tout ce qui était sur la douleur qui représentait un marché absolument phénoménal, était entièrement acheté par Purdue. Donc, au bout d'un moment... Vraiment entièrement acheté, enfin, je veux dire, la corruption s'est étendue de manière systémique, complète. Systémique, avec les mêmes choses, des présentatrices qui sont mignonnes et certaines ressemblent plus à des call girls qu'à des visiteuses médicales, avec l'argent à foison, les voyages en business class ou en première classe, les autres, les palaces, les repas tous les soirs, et tout ça avec la main sur le cœur en disant mais c'est pour le bien de l'humanité. Non, c'est de l'argent. Voilà. Donc globalement il faut arrêter parce que mais on peut le dire et le redire, dans ce pays, chez nous en particulier, manifestement, le problème de la corruption n'accroche pas. Moi, j'ai été très intéressé aux États-Unis, j'ai suivi vous savez, la nomination de Kennedy, et il y a quelque chose qui montre les mœurs, je coupe la dégradation des mœurs. Il y a sa cousine germaine, Caroline, qui a été ambassadrice pour Merck, qui a travaillé... Pour les laboratoires Merck, oui. Le laboratoire Merck, qui a dit, mais non, il ne faut pas dire ça, c'est très bien l'industrie pharmaceutique. Et puis, la presse qui fait son boulot là-bas, il y a une presse qui fait son boulot, elle dit, mais vous savez, elle a 6 millions d'actions dans l'industrie pharmaceutique. Mais vous savez, elle s'est tout de suite. Plus personne n'a demandé l'opinion de Caroline Kennedy, parce que quand même, c'est trop gros. Mais aux États-Unis, ça passe pas. Ici, moi, le premier jour où j'ai parlé de la chloroquine, un de mes collègues, le professeur Raffi, m'a téléphoné de manière anonyme, on a trouvé qui c'était, il l'a reconnu, il a été pénalisé pour ça, pour me dire qu'il fallait que j'arrête, sinon j'allais mourir. Et il avait touché, dans les 6 dernières années, 600 000 € de l'industrie pharmaceutique du sida. Vous voyez, donc... ça, c'est une chose. La deuxième chose que les gens n'ont pas encore pris en compte, n'ont pas encore réalisé, c'est que
les sociétés savantes et les congrès sont une manière de blanchir de l'abus de bien social. Ouais. C'est-à-dire, En réalité, c'est la mécanique, ça fonctionne comment cette mécanique-là? c'est simple. Si vous payez, si l'industrie pharmaceutique me paye, ce qu'à Dieu ne garde, c'est jamais arrivé depuis 1999, un voyage aux États-Unis, ils sont maintenant, depuis la loi actuelle qui a été mise en place par Xavier Bertrand et grâce à mon ami Dominique Barananki, ils sont obligés de le déclarer. Alors au début, ils déclaraient on pouvait faire Rutherford Docs, maintenant ils l'ont découpé de manière à ce que ça devienne impossible d'utiliser les données. Mais enfin, ça sera repossible avec ChatGPT. Mais en revanche, ils sont obligés de déclarer tout l'argent qu'ils donnent aussi aux sociétés savantes. Ouais. Si c'est une société savante qui vous paye ça, c'est ni vu ni connu. Ça s'appelle du blanchiment, ça. Ça passe par la société savante ou par une association. Oui, organisatrice de congrès, etc. etc. Ouais. Oui, nous, Marseille Sida, c'est tout payé par Gilead. Je pense que Paris Sida, ça va être la même chose. Et là-dedans, on a retrouvé un peu la fille d'Edoui Plenel, Jaumier, vous voyez, tous ces gens. Un moment, on se sont retrouvés dans Paris sans Sida. Et donc, par Gilead. Et donc, la famille se tait, et donc les gens autour se taisent, et voilà, quoi, c'est ça. Ouais. Oui, mais c'est-à-dire que si vous voulez, c'est même pas. C'est complexe. Hein, si vous lisez le livre de Milgram, c'est un psychologue au départ, donc il essaie de comprendre. Stanley Milgram. Qu'est-ce que c'est que le consentement? C'est très compliqué. Mais si vous voulez, moi, j'ai vu ce milieu. Je l'ai dit d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai été sidéré quand j'étais dans le bureau du président de la République à l'Élysée de voir que le patron de Gilead tutoyait le ministre de la Santé en disant « Mais tu te rappelles, je t'ai donné pour ce pauvre vieux chinois du remdesivir. Il est mort, bien sûr, il a fait de l'insuffisance rénale, mais on sait bien que le remdesivir, ça donne de l'insuffisance rénale. » Là, c'est le premier malade traité, on le savait. Il tutoie l'autre. S'ils étaient restés plus ensemble, ils seraient tapé sur le ventre, celle-là, tu l'as sautée. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Moi, il n'y a personne ne me tutoie dans ce monde-là. Je ne fais pas. Je veux pas. Je suis pas leur copain. Je ne bouge pas avec eux. On le fait pas. Ça faisait. Milton Friedman, pour une autre citation, disait il n'y a pas de repas gratuit. C'est vrai. There is no free meal. Didier Raoult, on se retrouve juste encore. Petite pause et industrie privée oblige. Là, nous n'avons pas de subvention ici à Sud Radio. On se retrouve avec une petite pause de 2 minutes. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Didier Raoult, en ce cher et vieux pays qu'est la France, vous parlez, et on en parle aussi en Amérique et ailleurs, chacun évidemment ses références, d'un Nuremberg de l'industrie pharmaceutique suite à ce qui s'est passé, non seulement pour le Covid, mais pour d'autres, évidemment, maladies bien avant, et pour d'autres, effectivement, excès. Est-ce que cette loi du silence, cette omerta, parce qu'il y a un côté, quand même, omerta, qui ne sont recus que par certaines personnes, et heureusement, qui ont la légitimité et la compétence pour en parler, est-ce que, au fond, ça peut aujourd'hui, on a vu ce qui s'est passé avec l'OMS et compagnie, que l'Amérique s'est retirée, etc. Est-ce que ce qui s'est passé, voilà la question, est-ce qui s'est passé avec le Covid, la manière dont c'est passé, je ne parle pas évidemment du point de vue de la médecine, mais du point de vue du système qui a fait ce qu'il a fait, est-ce que ça peut demain se passer pour un autre virus, pour une autre, soi-disant, entre guillemets, pandémie, pour une autre manifestation de ce genre? Écoutez, je ne prédis pas l'avenir, vous le savez bien. Non, je parle des conditions, c'est pas l'avenir, c'est est-ce que les conditions qui ont permis le traitement et la gestion du Covid telles qu'elles sont faites, au fond, elles sont toujours là. C'est ça que je veux dire. Sont les mêmes et l'analyse n'a pas été faite. Vous parliez, je ne sais pas si j'ai pas fait un lapsus lingué tout à l'heure, des rapports, je vous parlais des rapports entre Yazdan-Pada et Gilead. En France, il faudrait commencer, effectivement, pour avoir une information en disant c'est passé, mais c'est passé en une ligne. Combien de centaines de millions de remdesivir est-ce qu'on a jeté à la poubelle? Combien de, je crois que c'est 135 millions de Paxlovid, le médicament de Pfizer, qui a été défendu et mis en place par Molimar,
combien on en a jeté, parce que personne ne les a prescrits en pratique, parce qu'il y a une limite, si vous voulez, vous pouvez empêcher les gens de parler, mais vous pouvez pas les obliger à prescrire des trucs qui servent à rien, quand même, et qui sont toxiques, si vous voulez. Donc, il y a quand même une limite, si vous voulez. Vous voyez bien il y a une limite dans le consentement. Il y a quand même beaucoup de gens qui trichent, quand même. Et ça, c'est une limite. Quand les Américains ont étudié ça, je ne sais pas si en France on l'a fait, mais ça serait intéressant pour leur demander, écoutez, combien de fois est-ce que vous n'avez pas appliqué les règles qu'on donnait dans votre État? Parce qu'elles étaient différentes. Il y en a au moins 30% qui disaient, moi, je les ai pas appliquées. Donc, ça veut dire quand même, si vous voulez, dans le consentement visible. Oui, heureusement, oui. Et heureusement, effectivement, il y a des gens qui mentent. Ils le font pas. Hein. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu remettre en perspective pour montrer quelle était l'ampleur du problème, pour montrer que l'ampleur du problème n'était pas différente des différents épisodes que l'on a, une fois avec la canicule, une fois avec une grippe plus forte que les autres, et que ça justifiait pas de dire on est dans la guerre, ni de prendre des mesures de couvre-feu. Enfin, c'est complètement délirant, le couvre-feu, ou dans le café, vous boirez le café debout au lieu d'être assis. Oui. Et puis, attendez, on vous poursuit. En plus, ça m'énerve parce que je suis grand-père, je veux pas qu'on me foute dans la cuisine. Je trouve ça très injuste. Surtout que c'est moi qui fais la cuisine souvent pendant les vacances. Donc, je veux pas y rester quand je file de la. Donc, allez, grand-père, à la cuisine. Si vous me demandez si on peut être aussi bête que ça à l'avenir, la réponse est oui, bien sûr. Je ne sais pas comment on sélectionne. Vous voyez bien, moi j'ai vu la sélection, y compris des gens dont on pensait que ils pourraient réfléchir, si vous voulez. Moi je pense à Braun, je pense à un médecin normal, si vous voulez, qui s'est retrouvé là-dedans à faire une sortie sur l'hydroxychloroquine alors qu'il a fait sa thèse sur la toxicité d'hydroxychloroquine et qu'il a montré que la dose où l'on l'employait, c'était jamais toxique. Et quand Azalbert lui a posé la question, il a dit « Mais moi, je regarde pas les protocoles, j'écoute ce que les gens me disent. » Vous voyez, donc, c'est fou, si vous voulez, cette déconnexion qui est une des choses qui me fait plus poser de problème entre la propre expérience réelle et le flux d'informations, l'hyper-réalité que décrivait Baudrillard, si vous voulez, c'est fou. C'est-à-dire que comment quelqu'un qui a fait quelque chose tous les jours, qui sait que c'est comme ça, se fait embarquer à menacer, enfin nous a menacé mes collaborateurs pour quelque chose dont il sait que c'est pas vrai, c'est sa thèse. Ouais. On l'a publié, sa thèse, on l'a ressorti, elle était cachée, on l'a publié, sa thèse. Mais est-ce que ce n'est pas, justement, vous parlez de Milgram, de la soumission, de la fabrication du consentement, hein, c'est ce qu'on appelle aussi l'ingénierie sociale, et ce que d'autres appellent le management par la peur, et au Covid, ô combien le management par la peur a marché, et a marché très efficacement. Non, mais on est à la jonction de deux choses, Nadine Raoult, de ce que vous racontez. On est à la conjonction d'une ingénierie sociale organisée, c'est-à-dire la peur est le meilleur des consentements pour fabriquer des moutons ou des soumis. Et puis l'autre paramètre, c'est la corruption. C'est les milliards de dollars, c'est les millions, c'est ah là là, qu'est-ce que c'est bien de se payer des voyages à Tahiti ou ailleurs. Est-ce que ce n'est pas bon, ça c'est là. Et en fait, il faut des lanceurs d'alerte ou des compétences qui disent à un moment donné, attendez, ça marche pas, quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Je sais pas, je pense qu'il faudra, enfin, à un moment, il y aura bien quelque chose à changer, si vous voulez, sur, pardon de parler de la presse, sur qu'est-ce qui fait l'attraction de la presse. Je vais vous donner un exemple. Oui. Hier. Alors, la météo est prévue, parce que pour prédire des conneries, la météo, c'est le roi du monde. Hein. C'est vrai depuis tout le temps. C'est pas mal, oui. Pas mal, ouais. Et donc, ils avaient prédit des orages terribles. Donc, à Marseille, on a fermé toutes les écoles. Et puis, l'université a dit, pourquoi les écoles et pourquoi pas nous? Moi, je ferme aussi l'université. Et il est tombé 3 gouttes dans la journée. D'accord? Donc, je sais pas si vous vous rendez compte de la société dans laquelle on arrive, là. C'est un truc, quand il pleut, maintenant, on va plus à l'école, quoi. Oui, absolument. Quand même, on arrive à un truc, si vous voulez. Donc, vous voyez bien, c'est pas, je suis pas hors sujet. Je suis en plein dedans. Hein. Donc, on fait peur à tout le monde avec tout, avec des choses qui sont faites avec des calculs mathématiques ou des prévisions. Et c'est juste
Oui, on ne sait pas si eux-mêmes n'ont pas d'émotion. Moi, je crois beaucoup, quand les gens me demandent, mais pourquoi tu crois que les politiques font ça? Moi, je crois beaucoup qu'ils se prennent pour des démiurges. Vous voyez, ils se prennent pour Dieu, ils n'ont rien à foutre. En réalité, ils tiennent plus la plupart des choses. Et ils ont un sentiment de puissance. Ouais. Là, quand vous vous rendez compte, moi, je peux empêcher tous les gosses d'aller à l'école. Je peux enfermer tous les Français chez eux et ils bougent pas, ils obéissent. Car tel est mon bon plaisir. Ouais, c'est un plaisir du pouvoir, c'est de l'hybris pur et simple. C'est le plaisir du pouvoir qui est comme ça. Et ne me dites pas l'oubris ou l'ubris, parce que ça, c'est une transformation de la vision américaine du grec. Le grec, ça s'écrit H-Y. Oui, mais tout le monde l'écrit H-U. Attendez, Didier Raoult, tout le monde l'écrit H-U-B-R-I-S. Le U n'existait pas. Le U en grec, c'était un Y, vous savez. D'accord. Oui, je sais. Ça, je sais. Je sais peu de choses sur le grec, mais je sais ça. Chez nous, comme hybride, comme les voitures hybrides, on les appelle pas les hybrides. C'est parce que les Américains ont commencé à dire hubris, ouais. Hubris. Que les Français qui sont incapables de rechercher les sources de ce que sont les choses disent hubris maintenant parce qu'ils font du franglais à partir de disons que l'hybris ou l'hubris joue, mais je crois aussi que joue au moins autant effectivement cette idée de faisant leur peur, et comme ça va marcher. On se retrouve juste après la dernière petite pause de l'émission, Didier Raoult, et on a des auditeurs, on a un auditeur et on va parler de tout cela. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Vous avez deux auditeurs, on accueille Michel. André. Bonjour Michel. Oui, bonjour André et bonjour au professeur Raoult. Alors, une question vraiment très courte. Comment expliquer le silence de la corporation médicale en France sur tous ces sujets? Alors, mis à part évidemment quelques courageux comme le professeur Raoult, Madame Alexandra Royanco, le professeur Perrol et feu le professeur Montagnier, mais bon, ils sont nombreux. Alors donc, comment expliquer ce silence assourdissant de la corporation? Comment l'expliquer, Didier Raoult? Vous savez, c'est la même chose, c'est la peur. Hein. Honnêtement, c'est pas mystérieux. Le Conseil de l'ordre, bon, ça n'a jamais été le rôle, est devenu la courroie de transmission des ordres du gouvernement et il punit tous les gens qui n'obéissent pas aux consignes du gouvernement. Vous savez, si vous voulez savoir, là aussi, si je peux vous recommander un deuxième livre qui avait beaucoup scandalisé Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, ce qui est plutôt un compliment, il faut lire Le Zéro et l'Infini d'Arthur Koestler. Ouais. Montrer ce que c'est, une autre forme de ce que c'est la pression. Donc, vous avez la pression chez les nazis, la pression chez les staliniens. Il vous explique très très bien que même d'ailleurs, la moindre critique ou le moindre commentaire remettrait en cause l'ensemble de toutes les... tout le système. Tout le système, et pour sauver la population, parce qu'on a... vous vous rendez compte, moi je suis bien d'accord, comment les médecins ont accepté de ne pas voir les malades, de ne pas les recevoir, vous vous rendez compte, de ne pas les recevoir. Prenez du Doliprane et restez chez vous et attendez d'être sur le claquant. C'est les consignes de l'État, ça, et les gens ont obéi. C'est une vraie question, et encore une fois, on est en plein dans le 1000 grammes. Est-ce qu'on doit obéir à des consignes d'État ou est-ce qu'on doit obéir à ceux qui doivent primer pour nous, c'est-à-dire le serment d'Hippocrate? Quelle est notre priorité? C'est une vraie question. Et donc, ça devrait, là aussi, je pense, remettre en question. Si on tirait les leçons, pour ça, vous me posez la question, ce sera pareil, je pense que ce sera pareil, hein. Si on ne tire pas la réflexion, de regarder tous les millions de médicaments qu'on a achetés, les millions de vaccins qu'on a achetés parce que les gens veulent faire vacciner et qu'on a jetés, sous l'influence de qui c'est qui les influençait, qui c'est qui passait sa vie au ministère pour leur dire, moi je sais très bien qui c'est. Hein. On le sait. Voilà. Donc je sais très bien qui c'est. Et je crois que tout le monde le sait aujourd'hui, effectivement. Je crois que nous avons aussi Anne, c'est ça? Oui, Anne. Anne qui nous appelle de Vannes. Oui, bonjour Anne. Oui, bonjour Mathieu Berkov, bonjour professeur Raoult. C'était pour aller dans le sens un petit peu du professeur Raoult par rapport à Gilead. En fait, quand il y a eu le scandale du Remdesivir, moi j'achetais de temps en temps à l'époque le JDD, et je me suis dit, tiens, je vais acheter le JDD pour voir ce qu'ils disent sur cette problématique du Remdesivir, parce qu'il l'avait retiré justement de la vente. De la vente, oui. Et puis
j'achète le GDD, il y avait 3 lignes, il fallait les trouver sur ce scandale quand même. Et 4 pages plus tard, 4 pages après, pardon, il y avait une page entière de pub pour Gilead. Sur les problématiques de sida. Ouais. Donc voilà, quoi. Comme on dit, c'est QFD. Je me suis dit, bon, le JDD, c'est comme tout le monde. Hop, on arrête de lire tout ça et puis on passe à autre chose, quoi. Je vais vous faire un topo, vous expliquer une des raisons pour lesquelles Madame Costagliola et toutes ces compagnies du sida me détestent tant. J'avais organisé un meeting chez nous qui s'appelait Contre la méthode, et j'avais demandé à Delfrécy, qui était le président du comité d'éthique, de venir. Bon, je considère que les essais de non-infériorité ne sont pas éthiques. Il m'avait envoyé Madame Costagliola et je me suis régalé. Parce qu'elle m'a expliqué, parce qu'elle travaillait elle, essentiellement dans le sida et les hépatites, elle m'a expliqué pourquoi il fallait avoir des études randomisées en double aveugle et tout. Et je lui ai dit, vous savez, c'est parce qu'on ne vit pas dans le même monde. Parce que moi, pour les hépatites chroniques ou pour le sida, je fais une prise de sang, je regarde s'il y a encore le virus. S'il n'y a plus le virus, il n'y a plus le virus. Pas la peine, ouais. C'est pas la peine de faire des études randomisées. Au contraire, c'est grâce à ces études randomisées avec tous mes collègues payés par Gilead, là, qu'on a prescrit le médicament de Gilead pendant 24 semaines, alors que maintenant, on sait que 3 semaines suffisent quand même. Mais comme au lieu de mesurer les virus dans le sang, on faisait des études randomisées dont les conditions avaient été fixées seulement par Gilead, dont les résultats n'étaient traités que par Gilead, et en réalité, les études multicentriques randomisées, c'est quelque chose qui permet à l'industrie pharmaceutique d'être la seule à avoir les données. Donc c'est la meilleure manière de tricher. Pourquoi voulez-vous qu'un médecin lambda commence à tricher dans les résultats individuellement? Il ne va pas le faire. Et si vous recevez tout et que vous dites non mais ça je l'élimine parce qu'il y a ci, ça je l'élimine parce qu'il y a ça, à la fin vous faites dire à votre étude ce que vous voulez. Donc c'est un montage phénoménal. En particulier, ça n'est pas du tout fonctionnel pour les maladies infectieuses, parce que pour les maladies infectieuses, on regarde s'il y a encore le microbe ou s'il n'y a plus le microbe. Dans le sang. Eh ouais, c'est fou. Non, ce qui est extraordinaire, c'est vrai, on se dit, il faut nettoyer les écuries d'Augias, mais on voit très bien comment le circuit peut fonctionner en circuit fermé, j'allais dire mafieux, mais en tout cas en circuit fermé, et ça me paraît si procès il y a, si Nuremberg il y a, peut-être qu'il faut commencer par ça, Didier Raoult, je crois. Oui, puis vous savez, même les trucs, moi je vois même en plus, vous savez, il y a pas, les gens n'ont d'autant plus de certitudes qu'ils sont ignorants. Vous savez, c'est cohérent. Moi je vois, à l'Assemblée nationale, le type criait oui, randomiser. Et donc, j'ai publié un jour dans un journal où les gens disaient non, il faut des études randomisées. Une étude qui a été faite, les gens qui ont essayé de mettre la médecine en boîte, si vous voulez, c'est la Cochrane Library qui fait une analyse avec ses propres données, elle décide de ce qu'elle garde pas. Mais la Cochrane Library a fait une analyse. Est-ce qu'il y a une différence dans les résultats entre les études observationnelles et les études randomisées? La Cochrane Library, la réponse est non, il n'y en a pas. Donc il n'y a aucune évidence dans la littérature que les études randomisées soient supérieures aux études observationnelles. C'est pas vrai. C'est un mythe. Et c'est un mythe, bien entendu, qui est tenu par l'industrie pharmaceutique, parce que en réalité, les essais thérapeutiques, c'est pas du tout de la recherche, c'est du marketing. Toutes les études, il n'y a personne qui pense dans ce truc. Donc quand vous dites à un type qui met son nom à la fin, il n'a pas pensé à l'étude, il n'a pas fait les matériels et méthodes, il n'a pas analysé, d'accord. Il n'a même pas écrit. On paie des black writers pour les écrire. Il n'a rien fait. C'est pas de la recherche. Ouais. Il faudrait dire ça des études de recherche, parce que les essais thérapeutiques financés par l'industrie pharmaceutique, ça n'est pas de la recherche, c'est du marketing. Voilà, et c'est pas le marketing, effectivement, qui va nous servir à comprendre pourquoi il y a eu tout ce qu'il y a eu et les dérives qu'il y a et qu'il y a eu encore. Merci Didier Raoult, je crois qu'on continuera d'en parler. Merci.